Vers la fin de son adolescence, Francine avait désiré devenir esthéticienne. Pour réaliser son vœu, elle était partie suivre des cours de formation dans ce domaine à Saint-Jérôme, en banlieue de Montréal. Lorsqu'elle eut terminé sa formation, comme beaucoup de jeunes filles, elle avait voulu se lancer un défi et ouvrir sa propre clinique. Durant ses études, elle avait fait la connaissance d'une jeune fille qui venait de Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Comme elles rêvaient toutes les deux de gagner leur vie en tant qu'esthéticiennes, elles décidèrent de s'associer et d'ouvrir leur propre clinique à Sainte-Anne-des-Monts. Francine fit preuve d'un grand courage. Déjà éloignée de sa famille de 200 kilomètres, elle s'en allait tenter sa chance 800 kilomètres plus à l'est, dans une région magnifique en été, mais pratiquement coupée du reste du monde en hiver. Les principaux revenus dans cette région étaient la pêche, les mines d'or, d'amiante et de cuivre. Rien de bien enrichissant pour la classe ouvrière. Son associée n'étant pas très sérieuse en affaires, Francine lui racheta ses parts du commerce et tenta en vain de sauver l'entreprise. La grosse majorité de sa clientèle avait moins de 25 ans. Bien souvent, Francine leur faisait crédit de ses produits et cadeau de ses services. Et ce qui devait arriver arriva. Francine perdit son commerce et ses illusions par la même occasion. Mais durant cette année de 1975, elle fit la connaissance de Nicole Lévesque, une jeune fille de Sainte-Anne-des-Monts. Lorsqu'elle repartit pour Hall, elle avait gardé le contact avec cette jeune Gaspésienne qui devait, quelques années plus tard, porter le nom de Burdet. En 1985, Nicole habitait Montréal et travaillait, tout comme Francine, pour Bell Canada. Comme elle n'avait pas de véhicule pour se déplacer, il n'était pas rare que certaines fins de semaine nous prenions la route pour Montréal afin de lui rendre visite. Nicole n'avait pas d'amis et n'était pas du genre à fréquenter les discothèques. Les rares fois où elle l'avait fait lui avaient donné l'occasion de faire la connaissance d'individus dont l'intérêt premier n'était pas vraiment de se documenter sur la Gaspésie, mais plutôt d'étudier l'anatomie de la Gaspésienne. Sa vie de solitaire était loin d'être tout ce qu'il y a de plus intéressante. Alors Francine eut une idée. Depuis mon départ de Suisse, j'étais resté en contact avec mon cousin Roland. Dans ses lettres, sa solitude semblait lui être très dure à supporter. Même s'il ne le disait pas, son existence semblait totalement dépourvue d'intérêt. Pour cette raison, nous demandâmes à nos deux solitaires s'ils étaient intéressés à correspondre entre eux. Comme leur réponse furent positives, nous leur échangeâmes leur adresse. Très vite, leur relation allait prendre de plus en plus d'importance. D'abord par courrier, puis par téléphone, ces deux âmes solitaires semblaient se comprendre à merveille. Puis un jour, Nicole nous annonça que Roland allait venir la visiter durant ses vacances estivales, l'année suivante. Francine et moi étions très heureux d'avoir pu ainsi ensoleiller deux existences dont l'avenir était voué à être terne et à le rester. Deux Burdets heureux valent mieux qu'un. Lorsque Francine apprit cette nouvelle, elle ne put cacher sa joie à sa fidèle amie. « Hé, ça va bien votre affaire ?» Mais Nicole de son côté semblait trouver cela trop beau pour être vrai. Elle ne voulait pas trop se faire d'illusions. Ouais. C'est juste copain-copine, rien de plus. Soit elle était naïve, soit nous ne connaissions pas assez le sérieux de leur relation. Mais par expérience personnelle, et pour avoir souffert de solitude durant de nombreuses années, j'aurais pu pratiquement leur dire leur avenir. Et lorsque Francine m'apprit cette nouvelle, après avoir terminé sa conversation téléphonique avec Nicole, j'eus cette réflexion. Ah, cette Nicole. Elle va bien voir que si l'amour se met de la partie, elle n'aura plus un mot à dire. Il est évident que l'on peut changer son avenir quand on le veut. Mais si l'on est fidèle à soi-même, et je dirais que c'est l'unique façon d'être réellement heureux dans la vie, l'on devient alors le sujet de nos propres sentiments. L'année tirait à sa fin,
et je m'apprêtais à vivre des fêtes de fin d'année comme je n'en avais guère l'habitude. Francine avait 4 sœurs, dont la cadette, Suzanne, souffrait d'épilepsie depuis sa naissance. Elle vivait chez son père et exigeait une attention constante. Elle était victime du grand mal et considérée épileptique au plus haut degré. Elle pouvait prendre jusqu'à 5 crises par jour. Par contre, les 3 sœurs aînées, elles, non seulement n'avaient aucun problème de santé, mais au contraire faisaient preuve d'une énergie exceptionnelle. Pour se répartir les tâches lors des fêtes, chacune d'elles, aidée par son conjoint, organisait à son tour une réception. Pour la veillée de Noël, c'est chez Hélène, l'aînée des sœurs, que nous fûmes invités. Je fus bien accueilli par tous les membres de la famille. Il est vrai que durant l'été, nous allions fréquemment nous rafraîchir dans la piscine de Bernard et Louise, et de ce fait, nous avions eu largement le temps d'apprendre à nous connaître. Ce soir-là, j'allais vraiment réaliser que j'étais en Amérique. Lors de nos soirées familiales en Europe, c'est généralement l'accordéon qui servait de fond musical pour détendre l'atmosphère et mettre de l'ambiance. Mais ce soir-là, j'étais vraiment dans mon élément. Du rock and roll avec Elvis, Jerry Lee Lewis, du twist avec Chubby Checker. Décidément, leurs goûts étaient aussi les miens. Le lendemain, jour de Noël, ce fut chez Louise que nous passâmes la journée. Il est à noter que Louise et Hélène vivaient toutes les deux dans la même maison unifamiliale avec leurs maris et leurs enfants. Quant au réveillon du jour de l'an, ce fut chez Claudette, la 3e des filles Guertin, que nous nous retrouvâmes. Francine et Claudette se ressemblaient beaucoup. Je me souviens même les avoir prises l'une pour l'autre dans les premiers jours où je venais de faire la connaissance de Francine. Même coiffure, même couleur de cheveux, même visage. Mais le seul atout, qui ne pouvait laisser aucun doute quant à l'identité et au charme principal de Francine, était ses yeux. Ayant une légère faiblesse au niveau visuel, elle portait des verres de contact teintés. Puisque la nature ne lui avait pas fait de cadeau, elle avait su en tirer profit.
et en sortir gagnante. 1986. Un nouveau printemps. Je venais d'avoir 30 ans. Une nouvelle année commençait et j'avais l'espoir que 1986 allait pour moi être une année pleine de réussite. À la Sportec, la fin de 1985 n'avait pas été encourageante. Je pouvais comprendre que la clientèle préférait conserver son argent pour les achats de Noël. Mais en ce qui me concernait, ce n'était pas leur intention familiale qui avait amélioré mes finances personnelles. Et de ce fait, j'étais resté sur ma faim. Afin de stimuler le public et inciter les gens à venir se faire masser, j'allais organiser une séance d'information au café-bar de la Sportec. Durant ma première semaine de janvier, j'avais mis en pratique mes talents de graphiste amateur pour confectionner une affiche publicitaire. Tout en y mentionnant les questions que le monde se pose au sujet des massages, j'invitais les gens à venir nombreux pour y trouver les réponses. Et pour donner un intérêt particulier à cet événement, je mentionnais encore qu'une projection vidéo sur le massage et les sportifs aurait également lieu en cette occasion. En effet, mon intention était de présenter le film que j'avais réalisé à l'aide des reflets filmés du réseau sportif de la télévision. Je l'avais ensuite combiné à des entretiens avec des sportifs d'élite, ainsi que celui de Claude Denervaux, mon premier professeur. Pour que la mise en scène se rapproche le plus possible d'un travail professionnel, j'avais mixé le commentaire de chaque sportif avec des reflets filmés en relation directe avec leur sport. Ajouté à une musique entraînante, ce film ne pouvait qu'attirer l'attention du public et inciter les gens à venir me poser des questions. Malheureusement, je dus m'apercevoir que les membres de ce club dit sportif n'avaient aucune ouverture d'esprit et semblaient juste intéressés par leur raquette et leur appareil de Nautilus. Les seules personnes qui daignèrent jeter un regard sur ma réalisation furent les clients du bar. Et pour cause, ils se trouvaient là et n'avaient rien d'autre à voir. Les mois de février et mars s'étaient écoulés et ma clientèle n'avait pas augmenté. De toute évidence, il était nécessaire que je fasse davantage de publicité. Une photo vaut 1000 mots. Je décidai donc d'ajouter des photos à mes pancartes publicitaires disposées à différents endroits dans le centre. Afin qu'elles représentent bien mon massage, je demandais la participation de Francine en tant que figurante. Pour que les membres puissent m'identifier relativement à ces photos, il était évidemment nécessaire que j'y sois présent. J'allais donc devoir faire preuve d'ingéniosité. Me servant de mon pied de caméra, j'allais régler la netteté, le cadrage, la hauteur et ensuite brancher le déclenchement automatique de l'appareil. Je m'empressais de me positionner en donnant l'impression que j'étais en plein massage lorsque je fus surpris par le photographe. Le résultat fut à mon goût très satisfaisant. Durant plus de 15 ans, j'allais utiliser ces photos pour publiciser mon entreprise. D'abord sur de simples affiches, ensuite sur des dépliants, et pour terminer, sur mon site web via Internet. Au mois d'avril, je n'allais plus seulement attendre que le public prenne ma publicité et me contacte, mais plus efficacement, du moins je le pensais, j'allais faire des centaines de photocopies et les disposer ensuite sur les pare-brises des voitures du deuxième plus gros centre commercial du Québec, situé à Gatineau, les promenades de l'Outaouais. Tous les matins, Francine partait travailler à Ottawa et Sébastien, lui, se rendait à l'école Oiseau Bleu. Quant à moi, lorsque je n'avais pas de massage ou que je ne courais pas les stationnements pour me faire connaître, je restais à la maison. Cela ne me plaisait guère et créait en moi un certain malaise. J'avais l'impression d'avoir pris le départ d'une course par équipe et ne pas prendre les relais. Certes, j'étais payé par l'assurance chômage pour le travail accompli l'année précédente, mais je me sentais malgré tout comme un fardeau pour Francine. Je n'avais jamais connu cela en Suisse. Au début du mois de mai, j'étais impatient de commencer à travailler en compagnie de Marcella. Elle m'avouait avoir déjà quelques contrats d'établis
Mais comme leur réalisation nécessitait que le sol soit dégelé, nous devions encore faire preuve de patience. Nous étions loin des climats européens. 6 ans auparavant, à la même date, je fauchais les pelouses en short et à torse nu. En revanche, en ce mois de mai 1986, à peine 10 cm sous nos pieds, le sol était encore totalement gelé. Ma patience était mise à rude épreuve. Dans les 2 domaines où il m'aurait été possible de gagner ma vie, j'étais incapable de le faire. Ou presque.